Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bien, je vais moi aussi vous poser quelques questions et probablement faire plutôt des remarques. Et les uns et les autres pourront répondre. En fait, je me suis adapté à ce que vous avez dit. Alors c'est vrai que, et en préambule, je le dirais ainsi, nous parlons beaucoup, mais en attendant, il y a aujourd'hui des entreprises qui souffrent, avec des marins qui sont à quai, qui ne peuvent pas sortir. Pierre Karleskind le sait, puisque nous avons eu une réunion récente en visio avec un comité régional des pêches et certains représentants de la profession, qui aujourd'hui sont dans des situations désespérées. Donc je pense que tout ce qu'on dit aujourd'hui est important, bien sûr, parce que ce sont les bases de ce qui pourra permettre demain à ces gens de retravailler. Mais j'en suis à un stade aujourd'hui où je me pose la question sincèrement, et je vais vous le dire de façon abrupte, je me demande si cet accord est un bon accord. Tout au moins pour certaines régions. Je comprends qu'il n'y ait pas une situation qui soit identique dans toutes les régions, mais je me demande si on est face à un bon accord, pour plusieurs raisons. La première, c'est celle qui concerne notamment ce qui a été défini, l'accès aux eaux, parce qu'on a mis comme l'accès aux eaux anglaises un des principes de base de la discussion et de la négociation. On y est arrivé, certes, pour une période déterminée, certes, mais finalement aujourd'hui avec une efficacité qui n'est pas réellement acquise. On le voit avec le problème des licences, c'est un vrai problème. On le voit avec le problème du débarquement en Angleterre. C'est un vrai problème aussi. On a des pêcheurs hauturiers qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder au port anglais et doivent débarquer au Danemark, par exemple, et faire revenir leurs poissons par la route. Je ne pense pas que tout ça soit soit remarquablement développement durable et intégré au Green Deal. En tout cas, cette réflexion de base, je crois qu'on doit l'avoir parce que c'est aussi ce qui se passe sur le terrain et on ne doit pas voir ici de nos belles structures la situation de façon si éloignée. Donc là il y a un vrai sujet sur la question qui se pose. Est-ce que finalement cet accord est un bon accord? Sur la clause du grand-père, par exemple, qui est cette fameuse clause qui détermine l'antériorité de pêche des bateaux, je pense que là-dessus, je le dis sincèrement et je le dis abruptement, je crois que les Anglais nous ont bien eus, parce qu'ils savaient qu'on n'arriverait pas à déterminer la clause du grand-père d'une façon assez efficace. Et aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des certificats de capture parce que beaucoup de bateaux ont changé, ils ont changé de main, les patrons de pêche ont changé, et on est arrivé à une situation aujourd'hui complètement incontrôlable. Donc voilà pour le premier point qui concerne effectivement l'accord en lui-même. Le deuxième point concerne la PCP. Alors aujourd'hui, sur la PCP, la vraie question que je me pose, et je ne me pose pas en expert, mais je me pose en élu qui connaît ces dossiers depuis longtemps et qui les traite, est-ce qu'on est sur une PCP qui est encore adaptée à tout ce qu'on demande aujourd'hui aux pêcheurs, de la même façon que peut l'être la PAC? C'est-à-dire, on va intégrer aujourd'hui, bien sûr, la question du Brexit. On intègre, François-Xavier Bellamy l'a rappelé, la problématique du Covid qui s'est entrelacée au dispositif. Et puis, demain, la capacité des entreprises de pêche à respecter le Green Deal, qui est tout à fait louable, mais dans certains domaines, qui va les amener à faire encore plus d'efforts qu'on leur demande aujourd'hui. Donc cette question se pose aussi de savoir si la PCP est aujourd'hui un outil encore adapté à la question de tous ces entremêlements de difficultés pour les entreprises de pêche. La question des espèces hors quota qui a été évoquée par François-Xavier Bellamy est aussi très intéressante. Aujourd'hui, on voit, et moi je le vois puisque de chez moi, à quelques kilomètres au nord, je peux voir les côtes anglaises et on sait très bien ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui. Les Anglais sont en train de s'adapter en fait à cette capacité qu'avaient les entreprises de pêche françaises de commencer à pêcher. Alors on ne dit pas
hors quota, on dit espèces non soumises à quota, parce que hors quota, c'est toujours un petit peu, c'est un terme un petit peu vulgarisé, mais en tout cas, espèces non soumises à quota, et sont en train d'adapter leurs navires, et ça, c'est une réalité, à la pêche, justement, sur ces espèces hors quota, ou non soumises à quota, comme l'a expliqué François-Xavier Bellamy, mais aussi parce que c'est une ressource qui est importante. C'est une ressource intéressante sur laquelle beaucoup de navires français avaient commencé une mutation. Je pense par exemple au bulot, qui est une espèce qui aujourd'hui était à belle valeur ajoutée et sur laquelle en fait les Anglais vont s'adapter pour aller finalement prendre la part du gâteau qui était antérieurement et préalablement réservé aux pêcheurs français. Donc cette question, à mon avis, se pose à nous. Et sur les quotas encore, j'ai un point particulier en me demandant si, dans le cadre de la PCP, dans la réforme de la PCP et dans la réforme des quotas, on n'a pas aussi des choses à revoir. Moi, je suis scandalisé, je vous le dis, monsieur le commissaire, je suis scandalisé par les photos et les films que me renvoient de nombreux pêcheurs de chez nous, alors qu'ils rejettent des kilos et des tonnes de bar, qui est aujourd'hui une espèce soumise à quota et à quota dur, alors qu'il y a la ressource. Et là, on a un vrai problème, c'est qu'à la fois, on n'est certainement pas bon pour l'économie, on est encore moins bon pour le développement durable, parce que c'est une atteinte majeure et grave, je pense, à l'environnement, alors qu'il y a du poisson et que ce poisson pourrait être pêché. Donc là-dessus, moi, je demande quand même des précisions, parce qu'on a besoin de ces informations pour pouvoir les ramener sur nos territoires, bien sûr. En tant que sénateur, nous sommes aussi les élus des territoires, mais les élus aussi, les élus locaux sont demandeurs d'informations. Et puis dernier point sur la réserve d'ajustement du Brexit, je me demande aussi, vous allez trouver que j'ai un esprit très critique, mais permettez-moi de l'avoir aujourd'hui dans la situation dans laquelle je retrouve certaines entreprises. Je me demande si cette réserve, finalement, on disait, elle n'a pas été forcément suffisamment anticipée. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. On se rend compte aujourd'hui que finalement, 5 milliards, c'est sûrement pas et probablement pas suffisant pour couvrir tous les problèmes qui sont devant nous, et en particulier pour la pêche, puisque le gâteau est réparti entre les différents États, et qu'aujourd'hui, prendre un petit peu plus de part de gâteau, ça pénalise forcément les autres. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et ensuite, je reviens sur la vision du contrôle des pêches par Madame la députée européenne, en disant que je crois aussi que l'Europe doit avoir cette attention particulière sur le contrôle des pêches. Il y a un bureau des contrôles des pêches en Espagne, je le sais, mais je crois aujourd'hui que la situation est tellement tendue sur nos territoires, que ce soit en Nord-Atlantique, en Manche-Est, mer du Nord, enfin tout ce que j'appelle l'arc Est, Manche-Est, nécessitera probablement des infrastructures qui soient de contrôle des pêches. Et je fais référence à un courrier de mon prédécesseur, Jean Bizet, qui avait été signé justement pour demander la mise en place d'un bureau du contrôle des pêches européen cette fois-ci, sur la région des Hauts-de-France, entre autres à Boulogne-sur-Mer, c'était assez symbolique. Mais je reviens sur cette disposition qui, à mon sens, plus que jamais, aurait du sens et aurait une importance considérable. Voilà ce que je souhaitais vous dire en vous disant que, en conclusion, que j'espère aujourd'hui que nos pêcheurs français, pour vivre, n'auront pas à aller chercher du pavillon anglais, comme le font certains de nos collègues européens. Monsieur le commissaire, peut-être commencer, puis je pense que mes propos vont faire réagir, mais c'est important aussi.